Cliff Sutting est un Anglais vivant en France, passionné par l'art byzantin et l'Église notamment grecque qu'il fréquente. Quelques précisions initiales. Je ne suis pas grec, ni représentant de la communauté grecque hellénique, ni spécialiste des questions de génocide, bien que je suis au courant du travail d'Avélicien et d'autres. Je suis britannique-gallois avec un intérêt très fort, très prononcé pour l'histoire du peuple grec et son antiquité. Dans mes rapports avec la communauté grecque, je n'entends pas très souvent le mot génocide, c'est récent, il paraît. Ça existe, génoctonia, mais par contre, quand ils évoquent les événements du premier quart du XXe siècle, mes amis grecs le qualifient souvent de mégali-catastrophe, une grande catastrophe, étymologiquement le même que Metz-Yerer, le terme que les Arméniens utilisent en parlant du génocide. Le mot génocide en grec semble être limité à des situations particulières, Smyrne, le pont. Où commencer quand il s'agit de parler de la disparition des Grecs de l'Asie mineure ou de l'Anatolie? Un historien, Xenakopoulos, a décrit la diminution massive des évêchés à partir du XIVe, XVe siècle. La même période voit l'expansion turque en Europe et en 1453 la prise de Constantinople. Est-ce la fin d'un empire romain ou une nouvelle version de l'ancien empire sous l'emprise du sultan? Les historiens discutent cette question toujours. Les sujets orthodoxes du sultan, grecs, mais aussi slaves, arabes, etc., sont organisés dans un millet, une nation sous contrôle du patriarche qui verse les impôts à l'État ottoman. Ils ont des dîmes, ils doivent payer double. Beaucoup d'églises, par contre, subsistent jusqu'à presque la fin du XVIIe siècle. Certaines familles puissantes deviennent souverains en Roumanie tout en gardant des palais près du patriarcat à Constantinople, dans le quartier du Fana, sur la Corne d'Or. Par contre, une affirmation trop explicite de la foi chrétienne, s'il vise l'islam notamment, entraîne inévitablement la mort. Au début du XIXe siècle, les Grecs influents se trouvent surtout ailleurs, en Grèce continentale. Pas tellement sur cette carte, plutôt à Constantinople, dans les îles de l'Égée, à Smyrne, Alexandrie, aussi à Bucarest, où des mouvements pour l'indépendance de la Grèce s'expriment dans des cercles plutôt aristocratiques et intellectuels. La réalité de la révolte dans le Péloponnèse, 1821, est plus rude et comporte le massacre des habitants turcs de la capitale du Péloponnèse, Tripolis. Le pouvoir ottoman réagit par la pendaison du patriarche à sa porte et aussi la pendaison de l'archevêque de Chypre et le massacre des habitants de l'île privilégiée de Schio ou Chios, privilégiée pour son exploitation dynastique et qu'on connaît bien sûr par l'étoile de la croix. Quelques améliorations surviennent cependant dans le demi-siècle suivant. On peut évoquer la suppression des janissaires, les enfants chrétiens des Balkans tirés de leur famille à 7 ans pour devenir des combattants islamiques féroces, et des dispositions favorables aux minorités, je rappelle les Hatu Sherif prononcés dans le Palais des Roses gouverné en 1939, le Hati Hamayoun, le Tanzimat qu'on peut dater de 1868 ou appliqué à tout un processus de constitutionnalisation.
De jeunes Grecs accèdent à des positions de prestige politique et diplomatique. Le commerce et la finance florissent. Par contre, avec l'abolition du système des millettes de ces nations religieuses internes à l'Empire ottoman, le patriarche perd son contrôle sur les Bulgares en 1871 et sur les Arabes orthodoxes en 1899. Un déclin, par contre, dans ces conditions favorables, s'amorce à partir du sultan Abdulhamid, 1879-1908, mais frappe relativement peu les Grecs qui jouissent d'un grand prestige international. On pense à la découverte de l'archéologie, aux Jeux olympiques d'Athènes. Donc, les Grecs sont un peu épargnés à cette époque. Par contre, ce sont les antécédents de la Première Guerre mondiale, la déposition de Sultan Abdulhamid, l'avènement des jeunes Turcs au pouvoir, la cession de la Crète à 2 étapes à la Grèce, et notamment la Première Guerre balkanique, marquée en 1912 par la prise de Salonique, fracture l'équilibre fragile des 60 ou 80 années précédentes et fracture inévitablement l'équilibre de population dans l'Empire. La fin de la Première Guerre mondiale provoque le désastre. En 1920, parlons ici à la porcelainerie de Sèvres, on signe un traité qui divise l'Empire ottoman en terri entre le sultan, entre les puissances occidentales et l'Arménie. Et les alentours de Smyrne sont accordés à la Grèce. Sans l'appui sur le terrain des Alliés, l'armée grecque pénètre en Asie mineure, mais subit une défaite retentissante à Afyon-Karaïs, qui doit être la jonction des chemins de fer à l'extrême ouest de cette carte, je crois. Et c'est un point stratégique clé. Et donc, après la défaite d'Afyon-Karaïsa, l'armée grecque doit se retourner vers la côte. Il brûle la ville d'Al-Saïr, la Philadelphie des églises de l'Apocalypse, que l'auteur de l'Apocalypse lequel il promet la permanence. Il n'y a plus de chrétiens dans cette ville de Philadelphie ou à Saïr. Les Turcs brûlent la ville d'Akiza, Thyatire, avec le même résultat. Et finalement, quand les troupes de Kemal Atatürk atteignent les bords de la mer, ils déclenchent un incendie de la ville de Smyrne qui dure 8-10 jours. Les foules massées sur les quais et ne peuvent guère atteindre les flottes des Alliés qui sont en vue dans la rade, mais sous ordre strict de ne pas aborder, de ne pas atteindre le quai. Des rares bateliers ou nageurs intrépides réussissent à les joindre. La musique militaire ou des projecteurs de lumière très fortes réussissent à faire taire les cris du peuple souffrant sur le quai. L'archevêque de Smyrne est convoqué à 2 reprises à l'hôtel de la police où il finit par être assassiné. Donc le renversement total de la situation envisagée par le traité de Sèvres rappelle les diplomates à la table. Les choses ont changé. Il n'y a plus de sultan, il est à Saint-Rénaud en exil. Il n'y a plus de califat. La Turquie est une république. Le traité de Lausanne du 24 juillet 1923 prévoit l'échange de population, une purification ethnique, si vous voulez, très inégale d'ailleurs, entre les Turcs de Grèce, définis en tant que musulmans, et les Grecs de Turquie,
définis en tant que chrétiens orthodoxes, avec des petites exceptions. Les Grecs de Thrace occidentale, qui ne sont pas sur la carte, Komotini en Grèce, peuvent rester, et les Grecs de Constantinople et les 4 îles des Princes à proximité. On peut voir Constantinople, mais pas les 4 îles, et ni les 2 îles à l'entrée des Dardanelles, l'Hellespont, Imbros et Ténédos. Ces Grecs orthodoxes peuvent rester. Disons que 300 000 Turcs ont dû quitter la Grèce et 1 300 000 Grecs ont dû quitter la Turquie. Des chiffres approximatifs, mais relativement sûrs. Les Grecs côtiers ont pu, dans une certaine mesure, atteindre les îles en face sans trop grande difficulté, mais pour de nombreuses populations éloignées de la côte, les Grecs n'étaient pas seulement côtières, mais ceux éloignés de la côte ont dû supporter des journées ou des semaines de marche auxquelles beaucoup ont succombé. La définition par religion même obligeait les populations turcophones de Cappadoce, au centre de cette carte maintenant, des turcophones mais chrétiens, des Basques orthodoxes, ils étaient obligés à se joindre à cet exode. Ils se trouvent à Athènes et on entend leur chant. La région du Pont, au nord-est de la Turquie, sur la carte, fut reconquise brutalement par les kénanistes, en partie faute de coordination militaire ou diplomatique entre les groupes chrétiens de la région. En tout cas, peu d'Arméniens subsistaient après 1915. Donc, en 1923, les Grecs orthodoxes survivants ont dû quitter Trébizonde et ses alentours, beaucoup pour les rivages soviétiques au nord de la mer Noire. Par contre, quelques villages hellénophones, mais musulmans, ont pu persister dans cette région montagneuse. Quelques villages, des églises en état parfait, non utilisées, transformées en mosquées. Une poignée de Grecs orthodoxes arabophones semble avoir persisté à l'extrême sud-est côtière de la Turquie, où il y avait un diocèse assez moribond de Mersin, de Tars, mais renforcé en 1937 par la cession mandataire français de la région d'Athènes, d'Antioche, où les chrétiens étaient nommés ainsi pour la première fois, et Alexandret Iskenderun, dans la baie là, Alexandret Iskenderun. Depuis l'indépendance de la République turque et l'échange de population, le régime d'Atatürk a imposé quelques petits droits en faveur des Grecs subsistants. Il n'était pas bien venu dans l'armée, mais il y avait un député au Parlement d'Ankara et même le transport gratuit pour les députés de Grèce en déplacement en Turquie. Mais une nouvelle détérioration se produisait en 1955 après la révolte des Grecs chypriotes contre l'administration britannique de cette île. Un pogrom important, ils sont dictés par le gouvernement Menderes, endaillé la communauté grecque de Constantinople, occasionnant l'émigration d'une majorité de cette population. Dans l'île de Limbros, à l'entrée des Dardanelles, presque la seule île grecque qui ne fait pas partie de la Grèce, l'établissement d'une prison de haute sécurité, mais d'où plusieurs prisonniers ont réussi miraculeusement à échapper, a rendu la vie des Grecs orthodoxes de cette île intolérable. Les peu qui restent ont abandonné la capitale, la métropole historique, dont la cathédrale a flambé, pour le port principal. Un point positif, cependant, Imbros a vu une amélioration l'année dernière, la visite du patriarche coïncidant avec une rencontre entre les ministres des Affaires étrangères
étrangers des deux pays, la Grèce et la Turquie. Le patriarche peut même maintenant circuler à l'étranger sans autorisation et en Turquie même, où il est parfois accueilli avec hospitalité, en Cappadoce, au centre, ou par des pierres à Pergamon dans l'ouest. L'église musée de Saint-Nicolas de Debray ou Myra en Mysie fonctionne parfois comme église avec liturgie le 6 décembre. D'autres églises musées sont transformées en mosquées, mais le grand monastère de Soumela en pont, derrière Trébizonde, brûlé et laissé à l'abandon pendant presque un siècle, accueille des chiffres importants de touristes grecs le 15 août. Il faut des autorisations parce que les nombres sont trop élevés pour laisser tout le monde entrer. Donc, malgré quelques gestes de bonne volonté venus du gouvernement actuel, la population grecque orthodoxe de Turquie semble avoir baissé au-dessus de 3 000. Il y avait 100 000 après le traité de Lausanne en 1924. Ainsi, les quelques gestes symboliques en leur faveur semblent peu coûteuses et surtout les demandes insistantes pour la réouverture du grand séminaire orthodoxe de Halki sur les îles de Prince en face de Constantinople, exprimées à très haut niveau, même par le président Clinton, rencontre le refus absolu. C'est tout ce que j'ai à dire.